Bien, bonsoir. Bonsoir chers collègues. Merci de vous être rendus disponibles pour cette séance avec un seul objet. Mais avant de commencer à parler, je vais ouvrir la séance et faire l'appel. Alors, Pascal Pavone. Présente. Stéphane Marie. Présent. Jérémy Landreau. Présent. C'est encore un peu tôt pour toi, c'est ça, ça. Voilà. Stéphanie Grandin. Benoît Rotureau. Il arrive. Patricia Go. Naji Hamdi. Je crois qu'il est... Non, j'ai pas de... Bon. Ah, il est malade? Ah ben c'est... Ah, excusez, donc pouvoir Madame Pavone, très bien. Isabelle Dulaurence. Benoît Grange. Heureusement. Ouf. C'est toi la star du jour, hein, donc bon. Catherine Noni. François Stark, absent excusé, pouvoir à Madame Ladiré. Emmanuel Magès. Il arrivera un peu plus tard. Marc Gatti. Ah, Benoît Rotureau est là, donc parfait, on t'a annoncé. Donc Marc. Voilà. Fatima Bizine. Sabine Jacob-Neville nous rejoindra certainement. C'est vrai que l'horaire est un peu inhabituel. Annie Ladiré. Dominique Moussourérol. Marie-Céline Lafari. Jean-Pierre Berthaumieux. Pierrick Lagarigue, absent excusé, pouvoir à Patricia Go. Zineb Lonissi. Laurent Desplat. Fatia Bosdag. Maxime Marot. Valérie Vastio Giudicelli nous rejoindra sans doute aussi. Christian Charrère. Marie-Claire Karst. Pareil. Nous rejoindra, j'imagine. Patrick Chavarot. Sylvie Vieux. Stéphane Comme. Bon, on verra. Il va arriver. Nathalie Brunet. Jem Oruc. Sandrine Pouvreau-Charrier. Alors je crois qu'elle a une petite difficulté. On va voir si elle peut nous rejoindre. Ludovic Bidot. Absent excusé, pouvoir à Benoît Rotureau. Eva Millier. Absent excusé, pouvoir à Pascal Pavone. Véronique Carlotti. Sébastien Saint-Pasteur. Laure Curval. Philippe Cernier. Anne-Marie Tournepiche. Jean-Paul Messé. Sylvie Bridier. Ala Djinou. Michael Ristic, absent excusé, pouvoir à Laure Curval. Christelle Chénaud. Cédric Terré. Élodie Cazot, absent excusé, pouvoir à Sylvie Bridier. Et Benoît Reméjeau, absent excusé, pouvoir à Christelle Chénaud. Bon, avec les quelques-uns qui vont nous rejoindre, même malgré, je dirais, l'absence des quelques-uns qui ne nous ont pas encore rejoints, on a le quorum, donc on peut ouvrir la séance. Il n'y a pas de difficulté. Donc je remets la fiche. Merci. Alors, très rapidement, je vous propose donc de désigner, si elle l'accepte, Patricia Go comme secrétaire de séance. Ça ne va pas être harassant hein, comme travail. Hein. Oui, c'est plus formel que très engageant. Alors, très peu d'informations avant d'ouvrir proprement parler l'ordre du jour. Tout d'abord, vous dire que demain, toute la journée aura lieu une formation des élus de la majorité et des directeurs et chefs de service aux objectifs du développement durable. Donc on est dans notre perspective de pouvoir adapter l'ensemble de nos fonctionnements. Alors c'était déjà vrai avec le PPI vert, ça doit être encore un peu plus vrai avec les diffusions à l'ensemble de nos politiques publiques portées aussi par les dépenses de fonctionnement, donc adaptées aux objectifs du développement durable de l'ONU. Et c'est un sujet que nous poursuivons et que nous entendons ancrer encore un peu plus dans le fonctionnement de la ville de Pessac. Et c'est aussi dans la lignée de ce que nous avons présenté la semaine dernière, à savoir le plan Pessac Écocité. Deuxième information, donc là je m'adresse en particulier à ceux qui ne sont pas conseillers métropolitains. Nous avons voté la semaine dernière en conseil municipal l'adoption donc de la convention qui va lancer à proprement parler l'opération du PRU de Sège, qui a également été votée largement à Bordeaux Métropole. Donc je donne bien sûr ma satisfaction, mais j'en rends compte à l'ensemble du conseil municipal. Un seul projet de délibération,
Madame la secrétaire. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit de la délibération concernant la construction d'une piscine municipale, marché public global de performance, choix du titulaire, Monsieur Benoît Grange. Merci Patricia, Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est effectivement une délibération importante et la star de la soirée, ce sera évidemment cette nouvelle piscine. Quelques mots d'abord des étapes précédentes, si je puis dire. Le conseil municipal avait été appelé en 2019 à se prononcer et avait autorisé ce projet de création d'un équipement aquatique au sein du site de Cazalet, sur une partie qui n'est pas boisée, qui est la partie qui abrite le bâtiment d'Irago, qui a eu un passé industriel. Suite à cela, 6 candidats, 6 groupements ont répondu effectivement à la consultation. 3 ont été retenus pour participer à la phase d'offre. Les avant-projets sommaires, donc les projets initiaux, ont été présentés le 4 avril. S'en est suivi 2 phases de négociation et un jury final a réuni le 8 septembre les personnes qui sont ici présentées, à savoir des élus de la majorité, de l'opposition et un certain nombre de personnalités qualifiées, à savoir un architecte conseil sur les parties énergétiques, la Fédération française de natation pour l'expertise d'usage, ainsi qu'un bureau d'études environnementales. Et évidemment les services de la commande publique, de la transition écologique et des bâtiments, des sports. Ce jury, il s'est réuni et il a choisi un projet à l'unanimité. Je vous le présenterai dans quelques instants, mais avant ça, je veux revenir sur la volonté de la ville de Pessac, qui était de construire une nouvelle piscine pour remplacer la piscine Canton, équipement quasiment hors d'usage, la piscine Canton, mais pour répondre aussi aux enjeux de demain. Le contexte, nous le savons tous, c'est que sur la métropole, nous sommes dans un contexte de déficit d'équipements aquatiques, et donc il ne s'agit pas simplement de remplacer à l'identique du nombre de mètres carrés d'eau la piscine Canton par un équipement qui serait simplement plus moderne, mais l'enjeu, c'est bien de répondre aussi à des besoins nouveaux, et c'est surtout de permettre aux écoles et aux associations, comme aujourd'hui, d'aller dans ce nouvel équipement, mais la grande nouveauté, c'est de permettre à tous les Pessaquais d'y avoir accès. Favoriser l'apprentissage, la pratique de la natation, et c'est un point important, la piscine Canton, de par sa nature, ne pouvait pas accueillir les écoles maternelles, ce qui forçait à des trajets à l'intérieur de Pessac, et donc qui faisait perdre effectivement en efficacité. Donc ce nouvel équipement, il doit répondre à cette problématique-là. Un nouvel équipement aussi extra-rocade et qui permettra de s'y rendre dans un contexte à la fois de parc, mais aussi par des modes de circulation beaucoup plus doux que ce qui a pu être imaginé sur la piscine Canton. Alors cet équipement, de quoi est-ce qu'il est composé ? D'abord d'un bassin sportif de 25 mètres, 8 couloirs homologués, qui pourra accueillir des compétitions de niveau départemental. 200 places de gradins, là encore, c'est la norme pour pouvoir accueillir une compétition départementale. Viennent compléter cet équipement un bassin d'apprentissage de 200 mètres carrés, un bassin ludique de 150 mètres carrés et quelques équipements aquatiques annexes, pataugeoire, splash-pad et pentaglisse. Le but étant que, puisque l'équipement sera ouvert aux familles, eh bien effectivement chacun puisse, en fonction de son besoin et son niveau de pratique, y trouver une réponse. Parallèlement à cela, évidemment, des locaux en lien avec l'administration de la piscine, des vestiaires, des espaces extérieurs, on le verra tout à l'heure, orientés au sud, et une salle modulable qui permettra l'accueil d'événements de manière en lien avec une compétition ou pas, puisqu'elle sera également accessible de l'extérieur.
Alors, ce cahier des charges que l'on a conçu, il est extrêmement exigeant parce qu'on a imaginé là un équipement du XXIe siècle. Un équipement du XXIe siècle, c'est une piscine smart, connectée, écologique et inclusive. Comment on répond à ces différents enjeux? En faisant appel à la géothermie, à une haute performance environnementale et énergétique. À titre d'exemple, le taux minimal d'énergie renouvelable était de 50%. C'est bien de taux minimal dont on parle ici, c'est-à-dire le taux que la ville exigeait au minimum. Nous verrons tout à l'heure que rien n'empêche évidemment de le dépasser, et le groupement qui a été choisi, effectivement, fait même encore mieux que les 50% d'énergie renouvelable qui étaient imposés dans le cahier des charges. Un mot sur le site. C'est un emplacement à la fois stratégique, proche de la rocade, proche du tram, et en même temps un lieu apaisé, puisqu'on est dans l'enceinte du parc Cazalet, même si, et il faut toujours le rappeler, on n'est pas au cœur du parc, on ne déboise pas massivement pour construire une piscine, puisqu'on est sur un site qui est actuellement occupé par d'anciens bâtiments industriels, les services des sports de la ville, le SPUC handball, et donc ce sont un terrain qui est déjà imperméabilisé et donc pas d'imperméabilisation nouvelle. Le calendrier, je le disais tout à l'heure, tout a démarré, si je puis dire, en 2019 par l'adoption en conseil municipal du projet, par l'autorisation que le conseil municipal a donnée pour lancer ce projet. L'avis de marché a été lancé le 20 octobre. 3 candidats ont donc été retenus le 16 décembre et ils ont remis leurs offres initiales le 4 avril. Suite à cela, donc 2 séances de négociation en avril et en juin et le jury final qui est donc intervenu le 8 septembre. À l'issue de ce jury, c'est le groupement GTM Bâtiment Aquitaine qui a été classé en première position avec une note de 76,70 en prenant en compte 5 critères que sont la qualité architecturale et fonctionnelle, l'objectif de performance, l'optimisation, la cohérence, les explications et la justification du calendrier prévisionnel, l'engagement et la responsabilité sociétale et enfin le coût de l'offre. Le 23 septembre, la commission d'appel d'offres a procédé au jugement des offres et a décidé d'attribuer le marché conformément au classement du jury. Donc le coût du projet est composé pour 2,3 millions d'euros sur la conception, des coûts de construction qui s'élèvent à 20,6 millions et des coûts d'exploitation et de maintenance sur une durée de 5 ans de 5,4 millions. J'en profite pour le rappeler, ici on est sur un type de marché un petit peu particulier, marché global de performance, ce qui signifie que le groupement assurera lui-même l'exploitation et la maintenance du bâtiment pendant les 5 premières années, ce qui est une garantie pour la ville qu'effectivement il n'y aura pas de problème entre ceux qui auraient conçu le bâtiment et ceux qui auront à l'exploiter, puisqu'ils font tous partie du même groupement et qu'ils en sont solidairement responsables. Concernant le financement du projet, nous avons sollicité Bordeaux Métropole dans le cadre du plan piscine et du CODEV pour un montant de 2,5 millions d'euros, la politique de la ville pour 500 000 euros, le conseil régional est sollicité pour 2 millions d'euros, tout comme le conseil départemental, l'agence nationale du sport 1,2 million, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, pour 1 million d'euros et l'ADEME pour 560 000, le reste étant évidemment à charge de la ville. Nous allons rentrer maintenant dans le calendrier. Donc, dès lors que le groupement sera choisi et validé par vous dans quelques minutes, nous allons entrer dans la phase de conception qui va durer un petit peu plus d'1 an. Avant 18 mois de réalisation des travaux et ensuite 60 mois, c'est-à-dire 5 ans
d'exploitation et de maintenance. Nous visons toujours, et les réponses qui ont été apportées par le groupement nous confortent en cela, nous visons toujours une livraison pour le premier semestre 2025, et donc un équipement qui pourra répondre aux attentes des familles pessacaises dès l'été 2025. Quelques mots maintenant du projet qui a été retenu. Vous en verrez quelques visuels, mais avant cela, je vous le décris, quelques points saillants, quelques points forts de ce projet. D'abord, une toiture végétalisée. Ensuite, la réutilisation des bâtiments existants, à la fois pour Rago et pour le pigeonnier. L'un des sujets, évidemment, pour nous, a été d'avoir un bâtiment éco-conçu, et il est apparu que la meilleure conception de bâtiment, eh c'est celle qui réutilise les bâtiments existants. On est donc, par cette piscine, dans la prolongation d'une prairie végétale qui préexiste sur le site. On a une conception bioclimatique, vous en voyez les premiers visuels, et il y aura un certain nombre d'innovations techniques qui seront mises en œuvre pour recycler autant que possible à la fois l'eau et la chaleur, de manière à ce que rien ne se perde dans ce bâtiment. Je vous laisse donc en découvrir les visuels. Vue du ciel, vous reconnaissez le château Cazalet sur la gauche, et donc on est bien, quand on rentre depuis l'allée centrale, sur la droite, ce nouvel équipement. Le parking, à la fois véhicule et mode doux, est situé au premier plan. Ensuite, toute la partie verte, c'est donc cette immense toiture végétalisée, sur laquelle il y aura un vrai point fort en termes de biodiversité et d'aménagement. Et donc vous retrouvez ensuite au second plan le pigeonnier que l'on devine et le château Cazalet. On a un magnifique équipement qui s'inscrit superbement dans son environnement. C'est l'un des points qui a été retenu par le jury. J'en terminerai en vous disant que donc, le jury a effectivement examiné les différentes offres. Il s'est prononcé à l'unanimité en faveur de ce projet, qui nous semble effectivement présenter toutes les garanties qu'on est en droit d'attendre d'une piscine du XXIe siècle. Je crois qu'effectivement, c'est un projet important, c'est un projet majeur, et les Pessacais seront très heureux de pouvoir se l'approprier dans quelques mois. Et pour terminer, je voulais simplement remercier l'ensemble des services de la ville et de Bordeaux Métropole, service des sports, transition énergétique et bâtiments, service de la commande publique, qui ont énormément travaillé pendant ces derniers mois, pendant toutes les phases d'instruction, puisque comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs offres intermédiaires, une offre initiale, des offres intermédiaires, des offres finales. Ils ont fait un énorme travail avec l'AMO qui nous a accompagnés sur ce projet pour effectivement arriver à ce choix aujourd'hui. Je tenais à les remercier. Merci Benoît, tu as raison de les remercier parce que c'est un travail considérable qui a été mené. C'est un marché d'un genre que la ville de Pessac n'avait pas l'habitude, n'avait pas la tradition, et donc c'est une belle réussite d'en arriver ainsi à un projet qui cumule à peu près tous les bienfaits qu'on espérait de ce type de marché. Mais comme tout marché, c'est dans l'exécution que nous verrons si effectivement il est efficace et il est à la hauteur des enjeux. Est-ce que d'autres membres du jury, avant peut-être qu'on ouvre la discussion, veulent s'exprimer? Parce que comme on est plusieurs à être membres du jury, Monsieur Terré. Alors, je veux bien m'exprimer, mais j'ai des propos qui se poursuivront, donc peut-être que des membres de la majorité du jury, voilà, ça permettra de conclure, parce que du coup, il y aura d'autres interventions sur les... Ça sera peut-être... Comme vous voudrez. Jérémy, tu veux dire un mot? Non, mais tu peux dire un mot sur l'aspect environnemental, sans être... Non, tu veux pas? Bon, d'accord. Ok. Benoît? Oui, rapidement, c'est de dire qu'effectivement, nous sommes là sur un beau projet qui répond au cahier des charges et aux attentes de la ville de Pessac, en particulier en termes énergétiques, sujet dont on a parlé massivement lors du dernier conseil municipal. On est sur un projet qui, effectivement, en termes de présence des énergies renouvelables, de géothermie,
qui est un projet qui est extrêmement vertueux sur le sujet et dont nous pouvons, je crois, nous enorgueillir. Voilà, je dirais pas plus loin. Et puis la gestion de l'eau, effectivement, également. En tout cas, c'était un processus passionnant, ce processus de MPGP, et ça nous a permis effectivement de faire évoluer les projets et en tout cas de voir concrètement leur évolution jusqu'à ce choix, qui est un bon choix pour la ville de Pessac et pour les Pessacais, j'en suis convaincu. C'est exactement ce que je voulais que Jérémy dise, mais que tu as dit. Voilà, c'est parfait. Dans les autres membres du jury, Dominique, tu veux dire un mot ? Oui, je voulais surtout au niveau du quartier, je voulais dire que ce projet est un projet qui va permettre de vraiment structurer le quartier et d'apporter à la population environnante toutes les possibilités de s'adonner à un sport qui, pour l'instant, n'est peut-être pas dans tous les esprits. Et je pense aussi que ce projet va redynamiser le parc Casalet, qui est déjà très fréquenté et qui sera vraiment un endroit clé et phare de la ville de Pessac. Stéphane ? C'est vert. C'est rouge, pardon, ça y est. Je voudrais juste rajouter, puisque je l'évoquais auprès de Benoît Rotureau, je lui ai glissé de parler de la virtuosité de ce projet concernant le recyclage, on va dire, de l'eau. C'est une grande première, puisqu'en fait, la majeure partie des piscines ont obligation les piscines ont obligation de vider leur bassin au moins une fois par an, et c'est vidé, jeté jusqu'à maintenant dans l'ensemble des autres piscines qui existent en France. Celle-là a un sous-sol qui va pouvoir permettre de stocker cette eau et qui va être réutilisée avec des buses spéciales pour pouvoir ensuite être utilisée sur les espaces publics pour le nettoyage, pour l'entretien et pour tout ce qui est l'usage autre. Donc ça va être vraiment une économie que l'on va pouvoir faire au niveau du nettoyage de tous nos espaces publics, de tout l'entretien, grâce à cette eau qui ne sera pas inutilement, je dirais, renvoyée aux égouts. Et l'arrosage aussi, bien sûr, avec un traitement qui est très rapide en quelques minutes, va enlever tout ce qui est produit chimique de l'eau pour pouvoir être utilisé en espace vert autour notamment et sur le reste de la commune de Pessac. Pascal Pavone a suivi le processus, même si tu étais suppléante, tu as suivi le processus depuis le démarrage, et sans doute même de manière bien plus approfondie que moi. Oui, je dois dire que le cahier des charges était particulièrement rigoureux, il était particulièrement exigeant aussi en matière de transition écologique, parce qu'on voulait une piscine exemplaire, on voulait aussi qu'elle s'intègre parfaitement dans le paysage. Un bâtiment qui puisse être autonome sur beaucoup de plans. Voilà ce qu'on a réussi à, j'allais dire, ce qu'on nous a proposé. Il y a eu des choix qui ont été difficiles parce que chaque candidat avait effectivement sa façon de nous présenter le bâtiment, esthétiquement parlant, et puis dans son utilisation et encore une fois dans sa possibilité d'économiser de l'énergie et de l'eau. Mais je crois que ce bâtiment-là s'intègre parfaitement, permet aussi de pouvoir utiliser les espaces extérieurs, sans, j'allais dire, aller trop loin aussi en respectant à la fois le parc, qui est un magnifique parc, et donc chaque espace a son utilité, a son objectif, sans empiéter sur le reste. Donc je pense qu'on va être fiers de cette piscine, parce qu'encore une fois, c'est une grande première d'avoir poussé le cahier des charges aussi loin dans les économies d'énergie, la transition écologique et la piscine qu'on veut avoir pour Pessac. Zineb Le Nissi. Oui, juste peut-être ajouter qu'en plus de son côté environnemental, développement durable, qui a largement été expliqué, quand même rappeler le rôle que va pouvoir jouer cette piscine d'un point de vue éducatif, puisque malheureusement les petits Français ne savent pas tous nager, et c'est bien dommage,
mais également tous les bienfaits que représente le simple fait de nager, même si nous ne sommes pas des athlètes de haut niveau, sur la santé. Oui, rajouter un petit mot sur le MPGP. Oui, juste rajouter que le MPGP nous permet aussi de pouvoir aller voir plus loin que la construction, c'est-à-dire et Dieu sait que c'est important, la maintenance aussi de toute cette construction. Donc, je veux dire, au-delà de la construction, il y a aussi toute la maintenance et le fonctionnement sur un long terme d'exploitation qui est pris en considération avec ce dossier. Merci. Alors, qui souhaite s'exprimer? Madame, alors, vous aviez choisi un ordre de passage. Dans l'ordre, c'est Monsieur P. Je n'ai pas compris si vous vouliez. Oui, je veux bien passer en premier, oui, du coup. Maintenant. Ouais, pour conclure déjà sur le déroulé de la commission, et puis après, du coup, je poursuivrai peut-être mes propos. D'ailleurs, nous interviendrons en deux voix pour le groupe L'écologie pour Pessac, donc Laure Curval complétera sur d'autres thématiques, mais comme j'ai participé à cette commission en tant qu'élu de la minorité, je souhaitais aussi également apporter quelques éléments en 3 points. Tout d'abord sur le déroulé de la commission, sur le choix de la commission, et puis après pour expliquer un peu plus en détail notre vote par rapport à cette délibération. Alors d'abord, je voulais préciser qu'en tant qu'élu d'opposition, c'était une première, et pour moi, mais comme je pense pour d'autres, sur un projet de cette ampleur, qu'en tant qu'élu de la minorité, j'ai été parfaitement écouté, entendu, et que les débats ont été tout à fait calme et serein et puis constructif. Donc je pense que c'est le rôle de tout un chacun dans ces commissions. Donc là, c'était important de le souligner puisque ma place, en tout cas, a été respectée, voire même entendue sur le choix de ce projet. Deuxième point, c'est sur le classement, puisque finalement le rôle de la commission, elle est aussi de classer les trois projets. À mon sens, puisque c'est le projet pour lequel j'ai voté sur le classement, il n'y a rien à redire, c'est-à-dire qu'à la fois c'est le projet le plus vertueux, à la fois en termes d'énergie renouvelable, de réutilisation de l'eau, en tout cas au global, c'est celui qui a le plus de sens. C'est aussi celui qui a le plus de sens, et c'est important en comparant les 3 projets pour les usagers, parce qu'il faut rappeler que ça reste quand même une piscine, et que pour les usagers, c'était celui qui était le plus fonctionnel, et puis il a le mérite aussi de conserver le ragot et le pigeonnier. Alors maintenant, c'est un très très beau projet. Heureusement, j'avais dit, vu son coût, qu'il coche un petit peu toutes les cases. Donc là, pour le coup, c'était l'idée de confirmer mon vote en commission, mais le vote en commission, il est là pour classer, et c'est pour ça que je vais bien distinguer le vote que nous aurons là aujourd'hui du vote en commission, qui était vraiment classer les projets 1, 2, 3, parce que pour cette délibération, le groupe L'écologie pour Pessac, nous nous abstiendrons, vous l'avez compris, pas sur le choix numéro 1 de ce projet, mais en cohérence avec toutes nos délibérations, enfin tous nos votes précédents sur ce projet, pour plusieurs raisons. Alors je vais en détailler 2 particulièrement, et puis Laure Curval, si vous voulez bien, complétera les raisons qui expliquent notre abstention plutôt sur ce projet-là, pas sur le classement. La première raison, alors c'est l'emplacement. L'emplacement, alors vous dites que le projet, le parc de Cazalet sera formidable. Nous regrettons un peu que finalement la question de la reconstruction à l'emplacement des piscines Canton n'ait pas été plus explorée, plus approfondie, puisqu'on le sait bien, on peut trouver toutes les vertus que l'on souhaite sur un projet, son implication, on va dire, son implantation dans l'environnement, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit esthétique, etc. Il n'empêche que de manière vertueuse, dès que l'on reconstruit en emplacement identique, eh bien, on artificialise moins les sols, et donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue de l'impact environnemental. Alors, on pourrait dire qu'il y aurait une coupure de service durant quelques années, il n'empêche qu'il y a des solutions qui existent de nos jours qui auraient permis de pallier à cette coupure. En tout cas, on regrette fortement que la reconstruction sur le même emplacement, d'un point de vue de l'impact environnemental que cela aurait, des bénéfices que cela aurait engendré, n'ait pas davantage été évoqué, étudié, discuté et débattu. La deuxième question, enfin plutôt la deuxième remarque, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est le mode de gestion qui a été retenu. Vous en doutez bien que nous revenons assez régulièrement sur le modèle de la régie. On est encore une fois sur une DSP, alors qui est pour 5 ans. Du coup, dans 5 ans, comme ça ne sera pas forcément la même aux manettes, l'idée c'est qu'elle bascule, mais en tout cas pour les 5 années à venir, on est sur cette DSP, et vous l'avez bien compris. C'est un petit peu d'humour, c'est pas, voilà. En tout cas, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas un modèle que nous défendons, nous revenons régulièrement là-dessus, donc là on reste en cohérence avec nos convictions,
on aurait souhaité que le modèle de la régie, encore une fois, sur un service public tel que la piscine, on est tous convaincus que pour le coup c'est un service public fondamental pour nos enfants, pour nos seniors, pour la pratique de loisirs, pour la santé, pour l'hygiène. Ça, on est convaincus de ça, mais on est convaincus aussi, comme on le voit actuellement pour la cantine scolaire ou pour d'autres services, d'ailleurs dans d'autres communes des piscines ferment aussi pour ces raisons-là, la DSP n'est pas le choix idéal pour ce type d'équipement et qu'une régie aurait été bien plus bénéfique. Et enfin, ça c'était 2 remarques qui justifient notre abstention, Laure reviendra sur d'autres. On avait également une question aussi de forme. Pourquoi, la question elle est un peu plus technique, pourquoi, puisque vous n'avez pas donné en préambule l'explication, pourquoi cette délibération n'est pas passée sur le conseil municipal précédent, puisque c'est ce qui était prévu. Alors j'entends bien que si elle passe au prochain, ça va décaler d'autant le chantier, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication particulière sur le pourquoi la délibération n'est pas passée lors du précédent conseil municipal? Voilà, et puis pour notre groupe, Laure aura des éléments complémentaires à apporter sur ce sujet. Merci. Merci Monsieur Théry. Alors puisqu'il a annoncé votre prise de parole, Madame Curval, je vous la donne. Merci Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, les piscines sont des services publics essentiels. Nous savons tous que l'apprentissage de la natation, c'est un enjeu de santé publique, avec 500 noyades chaque été, ce qui est un chiffre en augmentation. Et on estime qu'un enfant sur 2 ne sait pas bien nager en fin de classe de 6e. Les inégalités sociales, elles sont très fortes dans ce domaine, et le manque d'équipement est l'une des causes principales, mais évidemment pas la seule. Donc la piscine, c'est aussi tout simplement la pratique d'un sport et l'accès à un loisir. Alors sur la métropole, cela a déjà été rappelé, le manque de piscine est un constat partagé par tous, avec une répartition qui est assez inégale des équipements existants. Et tout cela a conduit à un plan piscine pour lequel vous solliciterez des aides, qui a été lancé en 2017 et qui vise un rattrapage qui est à la fois quantitatif et qualitatif. Alors ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il est pour objectif de mettre des piscines partout, dans toutes les communes, tous les quartiers, car une piscine, même exemplaire, avec des énergies renouvelables et même en recyclant l'eau, reste toujours forcément un équipement consommateur d'énergie et d'eau. Alors c'est donc dans ce contexte métropolitain, puis plus global, que vous nous proposez aujourd'hui un projet de super piscine, vous avez eu d'autres qualificatifs, qui au total se monte à 28 millions d'euros d'hors taxes, si on additionne la conception, la construction proprement dite et l'exploitation maintenance sur 5 ans. Une annexe de la délibération nous rappelle d'ailleurs que fin 2019, la valeur estimée alors du marché, c'est écrit du marché et pas du projet, était de 16,2 millions d'euros. Donc ça avait été annoncé oralement lors de la toute première délibération sur la piscine Casalé, sur cet équipement le 16 décembre 2019. Donc il y a eu une réévaluation et que voilà, si en tout cas on prend ce chiffre de 28 millions d'euros, on voit bien que ça fait un saut significatif depuis fin 2019. Et dans ce cas-là, c'est même aussi supérieur à ce qui avait été annoncé dans le programme pluriannuel d'investissement et le budget en conseil de mars 2022. Là, le montant était de 23 millions d'euros. Alors évidemment, si on est que sur le coût des travaux, on est plus proche de ce montant du PPI. Je dirais que de toute façon, sans surprise, ça reste un équipement coûteux, le plus coûteux, et on le comprend au vu de tout ce qui a été présenté. Alors je voudrais revenir sur ce plan piscine et justement refaire un petit retour en arrière sur cette séance du conseil municipal du 16 décembre 2019, puisque c'est la séance où vous nous avez remis une délibération sur table pour nous demander de voter ce projet pour lequel nous n'avions que peu d'éléments. D'ailleurs, la délibération annonçait qu'on en aurait d'autres plus tard. Alors, c'est vrai que la délibération nous rappelait, et puis personne ne peut le contester, que la piscine de Canton est vraiment dans un grand état de vétusté, construite en 1976,
Mais globalement, on avait peu d'éléments, y compris d'ailleurs pas financiers, ça avait été donné oralement, pour nous expliquer qu'il fallait démolir et construire ailleurs sur un nouveau site. Alors ça avait été justifié par l'urgence à délibérer par rapport au plan piscine, mais je termine le flashback. En fait, le plan piscine lui-même avait été décalé à fin décembre 2021. Donc en fait, sur ce projet majeur, on aurait déjà eu le temps d'avoir une délibération plus complète. Alors j'insiste un petit peu sur cet historique parce que je trouve qu'au fond, on n'a jamais eu d'informations complètes pour bien comprendre pourquoi un projet de cette dimension, pourquoi ce coût ou ces coûts à travers les différentes parties du marché, pourquoi le choix de cette localisation. Et on n'a jamais non plus débattu finalement de sa place dans le plan piscine métropolitain. Ce plan piscine s'était encore écrit dans la délibération du Conseil métropolitain du 29 janvier 2021. Il précisait que finalement seul le pôle sud de l'agglomération, donc les communes de Bègles, Pessac, Talence et Villeneuve-d'Ornon, avait en 2017 une situation excédentaire, alors relativement et par rapport à la situation métropolitaine d'ensemble. Et évidemment, l'objectif de ce plan piscine, ce n'est pas juste de s'améliorer en offre de mètres carrés de plan d'eau pour combler ce déficit métropolitain ou un relatif déficit sur la commune de Pessac. Je pense que là, on est vraiment sur le principe de donner à tous un accès équitable à des équipements dont j'ai rappelé au début de mon intervention l'importance. Et c'est parce que c'est aussi important que cette approche métropolitaine, elle est plutôt par bassin de vie, par usage, et pas juste à l'échelle de chaque commune, et que ça soulève des questions que l'on n'a finalement pas eu l'occasion d'aborder, de comment on mutualise les équipements et de comment aussi on va vers une politique tarifaire harmonisée et aussi sociale. Alors c'est des questions qui sont actuellement débattues dans un groupe de travail et il doit y avoir un comité de pilotage aussi à la métropole, mais bon, les sujets n'ont pas été débattus ici et pour le moment on n'a pas eu de retour à la métropole. Donc moi j'aurais tendance à trouver que finalement on a un peu escamoté un débat, ce qui est dommage parce que ça aurait sûrement valorisé le projet d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui on se dit que finalement Mérignac, exactement à peu près dans le même temps, crée un nouveau stade nautique, un nouveau super stade nautique. On sait que Gradignan se plaint de ne pas avoir de piscine, même s'il y a à proximité d'autres piscines. Donc tout cela amène à se dire, on aurait pu peut-être se poser la question de savoir ce qui pouvait être partagé intercommunal. Nous pouvions également voir avec le délégataire du stade nautique s'il ne pouvait pas faire des efforts pour restituer davantage au stade nautique une vocation d'apprentissage de la natation plutôt que d'autres activités peut-être plus lucrative. Donc pour finir, on a tous en tête que l'actualité a été marquée par des fermetures brutales de piscines, alors des piscines bien différentes et d'ailleurs en gestion privée, tout cela à cause de la flambée des prix de l'énergie. Plus récemment, sur la métropole, le maire du Bouscat s'est fendu d'une annonce pour dire que lui, il revoyait à la baisse son projet, qui était un projet de réhabilitation. Donc désormais, il supprime la création d'un nouveau bassin extérieur. Et il n'a pas juste mis en avant l'argument du prix, ce que je trouve intéressant, ce qu'il a dit aussi qu'il considère qu'il y a aussi une offre sur les communes voisines qui l'amène à revoir son projet. Donc à l'heure de la sobriété, il n'est sans doute pas soutenable financièrement et écologiquement, même avec des super piscines économes, que chaque commune construise ses équipements sans avoir cette approche plus métropolitaine et plus mutualisée. Et je ne parle pas d'avoir juste une réflexion sur des tarifs pour les Pessaquais et les non-Pessaquais, mais bien d'envisager une solidarité intercommunale au profit de tous les habitants de la métropole dès la conception des projets. Merci, M. Curval. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, Mme Tournepiche. Alors, Mme Tournepiche et puis M. Saint-Pasteur. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, mon intervention sera très courte, notamment parce qu'elle n'abordera pas de questions de fond, notamment celles qui ont été évoquées précédemment ou celles qui le seront ensuite. Elle se centrera sur la procédure, avec une question très simple. Pourquoi un conseil municipal extraordinaire ?
Alors le sujet est important, certes, les enjeux politiques, sociétaux, financiers, bien sûr, environnementaux, sont essentiels, et c'est justement parce que ces enjeux sont importants que nous ne comprenons pas pourquoi la procédure habituelle n'a pas été suivie, et il nous semble que, de ce point de vue, notre information en qualité d'élu, notamment de l'opposition, est insuffisante. Alors je prendrai 2 illustrations. Tout d'abord, la première fois que nous avons eu connaissance de ce projet, c'était lors effectivement du conseil municipal de décembre 2019 qui a été évoqué, avec une délibération qui était posée sur table, découverte en séance donc du conseil municipal, et avec l'impossibilité d'échanger en amont, donc en commission municipale, ou de poser des questions avec des éléments de compréhension suffisants en séance. Seconde illustration, c'est aujourd'hui, avec un conseil qui se réunit en dehors de son créneau habituel, avec les implications que cela entraîne pour tous ceux parmi nous qui ont une activité professionnelle, ou d'autres engagements d'ailleurs, et on a d'ailleurs assez logiquement un taux de présence plus faible que d'habitude, et sans que les commissions municipales ne nous aient permis d'avoir des informations préalables et d'échanger. Pourtant, je le rappelle, le règlement intérieur de notre conseil municipal prévoit dans son article 8 que, sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit préalablement être étudiée par une commission. Nous nous demandons donc quelle urgence ou quels éléments justifient que ce conseil municipal ait été réuni dans ce format exceptionnel, sans commission préalable, et pourquoi, notamment, comme le demandait Cédric Terré, cette question n'a pas été traitée lors du conseil municipal précédent ou n'est pas à l'ordre du jour du prochain. Merci de votre écoute et de vos réponses. Monsieur Saint-Pasteur. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes donc en effet sur un format atypique puisque ce conseil municipal ne traitera que d'un seul objet, la nouvelle piscine Cazalet. Comme l'ont évoqué nos collègues Anne-Marie Tournepiche, Laure Curval ou Cédric Terré, déjà la première délibération faisant référence à ce dossier en décembre 2019 et actant la création d'un équipement aquatique avait été déposée sur table, c'est-à-dire pour la compréhension de chacun que les élus minoritaires tout du moins ont découvert son existence en direct. Une nouvelle fois, pas de commission préparatoire pour le projet de ce soir. Je ne sais pas si la star de ce conseil sera monsieur l'adjoint au sport ou la piscine Cazalet, mais ce n'est pas en tout cas les principes d'un débat démocratique éclairé, équilibré et respectueux de tous les élus siégeant au sein de cette enceinte. À cette époque, le débat avait porté sur le choix du lieu, ça a été rappelé par notre collègue Cédric Terré, et la façon dont nous avions été informés. Ces éléments avaient expliqué notre abstention, alors même que nous discutions à l'époque d'un projet dont le montant affiché s'élevait à 16,3 millions d'euros. Laure Curval y a fait référence. Et dans la délibération dont nous avons à traiter aujourd'hui, nous sommes sur un coût de 23 millions d'euros pour la conception-construction, soit une hausse, on va mettre de côté les histoires de maintenance-exploitation, de plus de 40%. 40% de hausse par rapport au premier montant affiché. À cela s'ajoute, on y a fait référence aussi, les coûts d'exploitation-maintenance pour une durée de 5 ans, pour un montant de 5,4 millions d'euros, soit une nouvelle fois des dépenses supérieures à 1 million d'euros annuels pour la fourniture de chaleur. Le procès-verbal du marché public de performance témoigne d'ailleurs de ces évolutions de coûts et nous permet à ce stade de nourrir quelques inquiétudes sur les réévaluations à venir et le coût réel final qui a déjà subi, alors même que le projet n'a pas commencé, plusieurs réévaluations. Donc la question du coût, de son évaluation et de son évolution est donc le premier objet d'inquiétude au regard de cette délibération. Sachant que la tendance pessacaise à externaliser n'est pas forcément la plus vertueuse pour les finances publiques locales ou pour les Pessacais utilisateurs du service, en attestent récemment les évolutions tarifaires sur la restauration. On peut ajouter la question du modèle retenu, donc en plus du coût, car en externalisant se posent immanquablement les questions de suivi et de contrôle. Nous ferons face à un acteur, GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction, dont la capitalisation boursière frôle les 50 milliards d'euros. Je n'ai pas d'a priori sur les très grands groupes, sinon de savoir qu'ils sont particulièrement bien armés pour défendre leurs intérêts. J'en reviens au contrôle, au suivi, à nos capacités de négociation. Dois-je faire de nouveau référence à ce qui s'est passé avec la Sodexo? Le choix d'une exploitation maintenant sur une durée de 5 ans, comprenant la fourniture de chaleur, induit ensuite une forte incertitude sur les modes de calcul, ayant prévalu à ce chiffrage d'1 million d'euros, sachant qu'il faut espérer que la maintenance sera limitée sur les premières années. À noter, dès à présent, la mention d'une durée d'exploitation à 30 ans, mentionnée sur les procès-verbaux, avec une évaluation de 1 sur 5,
c'est indiqué comme tel pour le candidat retenu, permettant également de nourrir quelques inquiétudes sur le coût à long terme. Je suppose que l'exploitation ne sera pas gratuite au bout de 5 ans, donc quel sera le coût sur 30 ans de cet équipement? Autre point d'attention, le fait que les contrats de fourniture d'énergie seront arrêtés à réception des ouvrages. Dans quelles conditions nous serons en 2025? Difficile de le prévoir. D'autant plus que nous n'avons pas eu, une nouvelle fois, de commission préparatoire pour aborder les questions techniques. Notons néanmoins la volonté de mettre en avant les énergies renouvelables, même si le candidat retenu a obtenu la moins bonne note lorsque les projets ont été évalués sur ce point spécifique. Je vous invite à vous référer à la page 13 du procès-verbal du jury. Ce qui tempère l'enthousiasme de votre présentation, monsieur l'adjoint, et espérons que le fait que l'adjoint à l'écologie n'ait eu rien à dire sur ce dossier ne soit pas un mauvais présage. On peut noter également la part du contrat confié aux entreprises locales, où il est également en dernière position. La différence se fait, en réalité, sur les engagements de performance énergétique. Nous pouvons constater le plus fort écart avec le second, et nous espérons qu'il tienne mieux ses engagements une nouvelle fois que ce que nous avons pu observer sur la restauration collective. Ce dernier élément est pourtant particulièrement important, car la question du coût de fonctionnement des équipements aquatiques est importante et fondamentale. Nous l'avons rapidement abordé dans le cadre des débats sur le plan sobriété, présenté lors du dernier conseil municipal, et il s'agit de l'un des éléments clés de la dimension environnementale que vous avez mis en avant. Ce coût augmente fortement avec le prix de l'énergie actuelle et a été évalué, selon les études les plus récentes, en moyenne à 15% des dépenses. Bien que l'essentiel des dépenses, et c'est là où il faut en venir, était lié aux dépenses de personnel sur le fonctionnement qui avoisinent en moyenne 2/3 des dépenses de fonctionnement totales selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Là aussi, des précisions s'imposent sur les modes de calcul ayant abouti, je le répète, à ce coût annuel supérieur à 1 million d'euros. Combien de salariés? Quelle part des dépenses de fonctionnement représente-t-il? Quelle part pour l'énergie dans ce million? Quels sont les modes de calcul? Une nouvelle fois, sans commission préalable, on est un peu à l'aveugle pour essayer de comprendre et d'avoir une analyse précise des éléments qui nous sont présentés aujourd'hui de façon déclarative. Plus globalement, il semble normal que vous puissiez répondre à cela. Quel est le coût de fonctionnement moyen par mètre carré du projet? Car il est impossible de l'évaluer au regard des données dont nous disposons. Mais le coût ne vaut que s'il est mis en référence, en résonance avec le projet en tant que tel. Nous avons une ambition, ça a été évoqué, plus forte que la piscine Canton, puisque le projet porte des éléments nouveaux qui nous ont été présentés. Ces éléments, vous les avez partagés, ils permettent de recalibrer l'offre et surtout d'acter un nouvel usage plus élargi pour les Pessacaises et les Pessaquais. La question est donc de savoir si la proposition est efficiente. C'est-à-dire que pour un tel montant, est-ce que l'on peut considérer que l'argent public est bien dépensé sur l'équipement en lui-même, mais aussi au regard des autres besoins du territoire et de notre ville? D'abord, sur l'équipement en lui-même, où nous pouvons disposer de quelques points de référence. Les projets de très grande envergure, comme Mérignac, mais nous avons une ambition différente, et on oscille sur un projet qui tangente les 90 millions d'euros, donc je ne pense pas que ce soit le bon point de référence. Je me référerai plutôt à Héside, inauguré en mai 2019, donc pas si loin de nous. Sur Hésine, un bassin de 6 lignes d'eau. Il y en a 8 à Pessac. Un bassin d'apprentissage de 150 mètres carrés, un bassin extérieur, une pataugeoire de 40 mètres carrés. Il est à 200 mètres carrés à Pessac avec un bassin ludique de 150 mètres carrés. On a une terrasse restauration, des plages végétales agrandies, une mezzanine ouverte, j'en passe. Le projet est présenté sur le site de la ville. Au final, on a un projet qui est différent, mais pas si éloigné que ça de ce qui nous est présenté aujourd'hui en termes d'usage. Par contre, là où la différence est assez vertigineuse, c'est que le projet d'Hésine est chiffré à 9 millions d'euros. Là où on a un chiffrage aujourd'hui à 23 millions d'euros sur la commune de Pessac. Comparaison n'est pas raison, mais il s'agit d'un point de repère intéressant, sachant que le différentiel est tout de même de 14 millions d'euros, que l'on peut ramener, pour être plus honnête et prendre en compte la question de l'inflation, à 10 millions d'euros pour essayer d'avoir un point de différenciation plus raisonnable. Donc la question, c'est est-ce qu'il ne serait pas utile de mettre cet argent-là ailleurs? Nous avons évoqué récemment les 17 bâtiments les plus énergivores, où malheureusement beaucoup d'écoles figurent, comme la piscine Canton d'ailleurs. Ne serait-il pas plus raisonnable de dimensionner différemment le projet lorsque l'on voit l'évolution des coûts et ce qui se fait ailleurs, et d'allouer l'argent dégagé pour accompagner la rénovation d'une école? Par exemple, Édouard Herriot,
qui n'est pas prévu dans le cadre du projet de rénovation de Sège, malgré ces 220 millions d'euros de budget. J'ai noté d'ailleurs, monsieur l'adjoint, votre affirmation selon laquelle la meilleure réutilisation du bâti est celle que l'on réutilise. Nous pouvons tout de même nourrir aussi quelques inquiétudes sur la cohérence des moyens avec les objectifs. Nous interrogeons donc la concentration des moyens d'intervention de la ville et interrogeons leur répartition. Une dernière question qui a été évoquée également par notre collègue Laure Curval, la question de l'accessibilité. On a des tarifs aujourd'hui pratiqués au stade nautique de Pessac, 6,30 € en période estivale pour un Pessaquais de plus de 16 ans. 4,90 € pour un enfant de 5 à 15 ans. À Villeneuve-d'Ornon, c'est 3 € pour une piscine olympique. À Ézines, dont je parlais plus tôt dans mon intervention, 2,50 €. À Bordeaux, 3,55 €. Vous aurez compris qu'en ayant quasiment une présentation sans travaux préalables, sinon la possibilité offerte à un de nos collègues de siéger en CAO, nous disposons de peu d'informations. Soit vous faites peu de cause de votre minorité, alors même que vous lui tendiez la main au lendemain du second tour au regard des résultats, soit d'autres raisons justifient ce manque d'entrain à partager les éléments fondant cette décision. Quelles que soient les raisons, les questions que nous posons à ce stade et sur lesquelles nous avons besoin d'avoir des éclairages, quel est le mode de calcul en exploitation maintenant sur une durée de 5 ans, ayant conclu un chiffrage de 1 million d'euros sur les 5 premières années? Quel est le montant prévu sur 30 ans, avec naturellement toutes les précautions liées au long terme? Est-ce que la référence dans le cahier des charges à 30 ans induit qu'il s'agit d'une durée de vie estimative de l'équipement, sachant qu'on estime plutôt les durées de vie à 40 ans? Avez-vous évalué dans une logique globale aussi bien écologique qu'économique l'opportunité de ventiler autrement les investissements et de faire une piscine moins coûteuse, plus sobre, pour accompagner plus fortement la rénovation des bâtiments énergivores de la ville? Enfin, quelle politique tarifaire est envisagée, sachant que les recettes dans un équipement de cette nature sont marginales par rapport à l'équilibre global du projet, mais qu'elles témoignent aussi d'une volonté politique d'accessibilité de l'offre, comme ça a été évoqué par notre collègue. Il s'inscrit dans un quartier et donc son accessibilité pour les habitants est très importante. Voilà en tout cas les questions à ce stade que nous vous adressons, monsieur le maire, chers collègues. Il va encore répondre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors, qui veut commencer à répondre? Monsieur Landreau, puisqu'on vous a reproché de ne pas avoir pris la parole. Effectivement, donc, je crois qu'il y a triple mégarde. Et je vais me permettre, et vous me permettrez du coup de corriger, effectivement, si je n'ai pas pris la parole, et je le précise au nom de tous, c'est tout simplement parce que je ne faisais pas partie du jury qui a délibéré, comme en témoignera d'ailleurs monsieur Terré de l'opposition et tous les membres du jury qui ont participé aux 2 réunions. Je n'étais pas membre du jury qui a participé à la décision de ce projet-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris la parole en introduction. La deuxième mégarde que vous faites dans l'opposition, c'est en quelque sorte brandir le spectre d'un méchant privé qui serait à la manœuvre sur la piscine de Cazalet. Cette mégarde, elle vient tout simplement, et vous l'avez dit très franchement tous les deux, monsieur Terré et madame Curval, vous allez jusqu'à dire c'est une délégation de service public. Ah, pardon, madame Curval. Alors, monsieur Terré l'a dit très franchement, et même monsieur Saint-Passeur dans ses propos en disant « confie ça au privé, c'est scandaleux », il s'agit, et ça va me permettre de... Alors, je ne vais pas prendre un ton professoral du tout, mais il s'agit ici de voter l'attribution d'un marché public global de performance, un MPGP. Les plus anciens d'entre nous se souviendront qu'auparavant, ça s'appelait le CREM, qui voulait dire conception, réalisation, exploitation, maintenance. Le Code des marchés publics a changé en 2016, depuis ça s'appelle un MPGP. Il s'agit tout simplement de lier 2 marchés publics existants depuis la nuit des temps sur Pessac et dans toutes les collectivités de France, un marché de travaux et un marché d'exploitation. Tout simplement parce qu'il est intéressant et c'est un outil dont on s'est emparé et dont nous allons nous emparer d'autant plus à l'avenir. Il est intéressant que celui qui réalise les travaux puisse avoir la phase d'exploitation, là où auparavant, l'exploitant nous disait « ça a été mal fait lors des travaux » et celui des travaux nous disait « c'était nous, c'est fini nos travaux, donc on n'a rien à... vous n'avez pas à venir nous revoir sur un problème d'exploitation. C'est de la responsabilité de l'exploitant. » Donc effectivement, notamment, et je le dis très clairement, parce qu'il y a des exigences qui étaient inscrites dès le cahier des charges en matière environnementale, que ça soit dans l'insertion, que ça soit dans les performances énergétiques, que ça soit dans toute la conception du bâtiment, qu'il est intéressant, quand il y a des engagements énergétiques notamment,
qu'il puisse y avoir un MPGP. Deuxième mécarte que je me permets de corriger. Et la troisième, c'est celle du programme. Et je pense que Benoît Grange en parlera bien plus que moi en suivant dans sa prise de parole. Dès 2019, lorsque nous avons échangé, lorsque nous avons discuté sur quel était le programme à terme de la future piscine qui remplacerait, entre guillemets, Canton. C'est bien dans une méthodologie, ou en tout cas dans une démarche métropolitaine que nous nous sommes inscrits. D'analyse de l'existant, d'analyse des perspectives de l'existant, que ce soit à Talence, que ce soit à Gradignan, qu'on est allé même jusqu'à Villeneuve-d'Ornon, et évidemment le futur stade nautique de Mérignac. Et c'est bien dans une démarche métropolitaine que nous nous sommes inscrits. Et c'est d'ailleurs en ce sens que nous avions justifié la nécessité, sous le prisme, je dirais, de l'usage pessaquais, ou l'usage des associations et des scolaires à Pessac, que nous avions estimé à l'époque qu'il était bien plus intéressant d'avoir un bassin de 25 mètres, 8 couloirs, si ma mémoire est bonne, versus, entre guillemets, une piscine olympique d'accueil d'ambition nationale, comme le peuvent l'être la piscine, le stade nautique de Mérignac. On est bien dans une complète complémentarité par rapport au plan piscine métropolitain. Et ma conclusion de mon intervention, et ça rejoindra également le questionnement, ou plutôt les remarques un peu désagréables de M. Saint-Pasteur, c'est exactement la phrase que j'ai faite, que nous avons faite collectivement au conseil municipal la semaine dernière, c'est-à-dire, c'est parce que, sous le prisme des enjeux notamment climatiques, de l'anticipation de ces enjeux et de notre volonté d'agir contre le dérèglement climatique, qu'aujourd'hui nous n'avons pas à nous poser la question, qu'est-ce que, comme d'autres villes, semble-t-il, vous avez pris des exemples, l'ont fait sur la métropole, mais partout en France, mais que faisons-nous de notre stade nautique, de notre piscine Cazalet, pardon. C'est bien parce que nous avions anticipé ces enjeux qu'aujourd'hui on est capable de proposer assez rapidement en conseil municipal un projet qui, on a été les précurseurs du label E+C-, qui est le label le plus performant en termes de performance environnementale et énergétique qui vous est proposé aujourd'hui. C'est bien parce que nous avons anticipé avec notre volonté d'agir pour la transition énergétique est totale, qu'aujourd'hui on a un projet en phase avec les enjeux environnementaux. Merci beaucoup Jérémy. Benoît ? Avec plaisir, merci Monsieur le maire. Quelques éléments complémentaires de réponse. Si je synthétise les prises de position, il faudrait faire moins cher de l'opposition. Mais vous ne nous dites pas comment. Parce qu'en vérité, il n'y a pas 50 moyens de faire moins cher. Ou bien on est moins ambitieux en termes de développement durable. Et ce n'est pas notre choix. Mais ça, vous pouvez parfaitement défendre cette position. Simplement, il faut que vous le disiez. Ou bien on renonce à un certain nombre de fonctionnalités. Et ce n'est pas notre choix. Vous avez parfaitement le droit de défendre cette position. Mais dites-le. Mais vous ne pouvez pas simplement rester dans une position de principe qui consiste à dire... Alors, écoutez, c'est bien pour les usagers, c'est fonctionnel, c'est vertueux, il y a du développement durable, mais c'est cher. Ben oui, c'est précisément parce qu'il y a tout ça dans le projet que c'est cher. Oui, effectivement, c'est un projet ambitieux en termes de développement durable, en termes de fonctionnalité, et sauf à renoncer à l'un de ces piliers, effectivement, on ne peut pas faire moins cher. Donc, vous voulez faire moins cher, moi je vous invite à nous dire, effectivement, quel serait votre choix. Renoncer à la géothermie, ce serait moins cher en construction. Renoncer au photovoltaïque, ce serait moins cher en construction. Renoncer à un bassin d'apprentissage, ce serait effectivement moins cher en construction. Donc je peux continuer comme ça la litanie, mais la vérité c'est que si vous ne nous le dites pas, vous restez dans une posture qui est une posture parfaitement entendable, d'opposition, voilà, qui s'oppose par principe, parce qu'elle ne peut pas être pour, mais sans rien proposer. Dites-nous, comment vous feriez pour que ce soit moins cher? À quoi est-ce que vous renonceriez? Et j'en terminerai par là sur votre explication de vote. Monsieur Terret nous disait que vous vous abstiendrez sur cette délibération. Je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque où nous étions dans l'opposition d'un adjoint de Jean-Jacques Benoît qui avait pris la parole sur une délibération en disant « Monsieur le maire, je suis contre, donc je m'abstiens. » Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition et vous inventez le « je suis pour, mais je m'abstiens ». Voilà. Le projet est formidable, il répond à toutes les cases, il répond aux besoins des usagers, il répond à l'ambition environnementale, mais vous vous abstenez. Je trouve ça dommage.
Merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors je vais juste faire une réponse avant que vous puissiez reprendre la parole et puis je conclurai sur un aspect sur lequel il n'a pas encore été répondu, c'est l'aspect de pourquoi un conseil municipal exceptionnel et pourquoi pas de commission auparavant. Alors je dois avouer que les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent quand j'entends ce genre de choses. Et je me dis, sans doute, vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit lors d'un précédent conseil municipal où j'avais déploré votre absence lors des commissions d'appel d'offres. Et il se trouve que vous êtes deux groupes d'opposition, un qui s'oppose, mais qui participe aux réunions. Et M. Terré a participé, il a très bien décrit, je vous en remercie d'ailleurs, la manière dont vous avez participé au jury. Et c'est vrai que ce jury s'est très bien passé, et d'ailleurs on n'avait pas forcément toujours le même avis, et il se trouve, vous pouvez en témoigner, que ce n'est pas forcément le mien qui a prévalu. C'est le cas, je vous remercie de le reconnaître, ce qui montre bien que le dialogue est permis, la discussion est tout à fait possible, dans les réunions institutionnelles qui sont prévues à cet effet. Deuxième épisode, c'est la commission d'appel d'offres. Et là, la commission d'appel d'offres, ce n'est pas le groupe Europe Écologie pour Pessac qui est représenté, c'est le groupe Réinventons Pessac Ensemble. Mais là, pour le coup, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu en commission d'appel d'offres. Eh oui, vous n'êtes pas venu. Et c'est en commission d'appel d'offres, justement, que vous auriez pu avoir, comme l'a eu avant vous, M. Terré, toutes les réponses à toutes les très bonnes questions que vous avez posées, M. Saint-Pasteur. Alors moi, je m'interroge, je me dis, mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Alors que si nous avons décalé ce principe cette réunion du conseil municipal, c'est justement pour permettre à la commission d'appel d'offres de pouvoir s'épanouir normalement et complètement. Qu'on ne soit pas devant le fait accompli en disant la commission d'appel d'offres n'est pas réunie, on s'appuie simplement sur le jury. On a dit non, on respecte scrupuleusement, ainsi que la loi d'ailleurs nous a fait obligation, on respecte scrupuleusement, le jury c'est une chose, la commission d'appel d'offres c'en est une autre, et enfin le conseil municipal c'est une troisième chose. Et on a voulu respecter les trois étapes. Et il se trouve que dans le laps de temps que nous avions, il nous fallait décaler la séance du conseil municipal, soit on décalait tout le conseil municipal de la dernière fois à aujourd'hui, soit on faisait deux séances. Là vous me reconnaîtrez je n'ai pas un grand pouvoir, puisque je n'ai pas réussi à emporter la conviction du jury au moment du... on n'était pas toujours d'accord sur tout au moment de l'examen, mais le pouvoir du maire, c'est aussi celui de pouvoir convoquer les séances du conseil municipal au moment où il estime que c'est nécessaire à la vie municipale. Donc, il y a eu un jury, un groupe d'opposition a pris ses responsabilités, est venu, ça a duré toute la journée. Je remercie encore M. Terré de sa participation active, intéressée et constructive. Il devait y avoir, il y a eu, une commission d'appel d'offres qui a suivi, où c'est votre groupe, pour le coup, qui devait être représenté, mais vous n'êtes pas venu. Mais non, vous n'êtes pas venu. Ah oui, non, mais c'est ainsi. Ah mais non, mais il y a non, mais le problème, c'est que vous ne venez jamais. Et c'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois. C'est que vous ne venez jamais en commission d'appel d'offres. Et donc, moi, je ne sais pas comment l'information passe entre vous, mais il y a un titulaire, le titulaire ne vient pas, manifestement, il ne donne pas l'information au suppléant, du coup, il n'y a personne. Et donc, écoutez, ce n'est pas spécifique apparemment à votre tendance politique, puisque ça a été dit au cours du Conseil de Bordeaux Métropole la semaine dernière, où la majorité de la métropole, pour le coup, ne participe pas à la commission d'appel d'offres. Ce qui fait que c'est souvent la minorité qui fait justement le quorum, sinon il n'y a pas de quorum. Et donc c'est Fatia Bozdag qui participe particulièrement, qui nous en fait part. Donc moi je dis, c'est bien de réclamer des instances, c'est bien de réclamer des commissions, mais venez à celles qui sont prévues. Elles sont prévues pour cela. Elles sont prévues pour justement assurer à la fois la régularité juridique et la conformité démocratique. Si vous ne venez pas, je trouve qu'il est un peu déplacé de venir nous reprocher de ne pouvoir justement participer à la construction de la décision, puisque lorsqu'il y a des instances légales instituées sur le sujet, vous n'y participez pas. Et sans d'ailleurs vous excuser, et encore une fois de manière répétée. Voilà, donc c'était vraiment cet aspect-là que je voulais mettre en avant, parce qu'il me paraît quand même devoir être vraiment connu
de la part de tous les PSAquais, de tous ceux en tout cas qui suivent les débats du conseil municipal, parce que réclamer de la concertation, réclamer de l'information, réclamer du débat, c'est facile, mais faut-il que vous veniez encore aux instances auxquelles vous êtes invités. Simplement pour rappeler, mais je pense que tout le monde le sait, que ces deux types de commissions n'ont pas du tout le même objectif, n'ont pas la même représentativité. Il y a un représentant, effectivement, qui peut avoir un empêchement, une commission municipale. Il y a plusieurs élus. Et encore une fois, un conseil municipal est censé être précédé d'une commission municipale préparatoire et qui, justement, permet de rassembler les différents élus. Donc, pour moi, les objectifs, encore une fois, ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, il peut y avoir des absents en CAO, comme il peut y avoir des absents en commission municipale, mais la représentativité est plus grande, c'est tout. Et donc, l'information a plus de chances de passer. Alors justement, petite vérification sur le sujet. La commission municipale qui a examiné ce point a eu lieu au moment, elle a été confondue avec la commission municipale, puisque c'était à l'ordre du jour du précédent conseil municipal. Donc la commission municipale s'est parfaitement réunie. Donc deuxième erreur, si, elle s'est réunie. Ah si, elle s'est réunie. Elle s'est parfaitement réunie. Si, elle s'est réunie, c'était à l'ordre du jour. Donc il y a eu, alors maintenant si vous n'y participez pas non plus, c'est vrai qu'il est compliqué, mais je pense qu'il est quand même vraiment, et là je pèse, on a distingué pour justement permettre la réunion. Donc je reprends. Un jury s'est réuni. Ensuite, on devait effectivement examiner cette attribution de marché lors du précédent conseil municipal. Ça faisait partie d'ailleurs de l'ordre du jour. Ordre du jour prévisionnel, celui qui a fondé la commission municipale. La commission municipale a eu lieu. Pour des raisons de parfait respect de la conformité juridique, on a dit qu'il ne faut surtout ne pas oublier la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres a eu lieu. Mais pour respecter le délai entre la commission d'appel d'offres et le conseil municipal, j'ai souhaité qu'on distingue l'examen de cette délibération dans un conseil municipal qui serait décalé de quelques jours. Et là, j'avais deux possibilités. Soit je décalais tout le conseil municipal, soit je ne décalais que la partie du conseil municipal qui justifiait justement qu'il y ait des délais suffisants entre les différentes convocations et réunions des différentes instances. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de faute de procédure, bien au contraire, et on s'est bien prémuni contre cela. Il n'y a pas de faute de procédure. Et vous avez eu tout le loisir de poser toutes les questions que vous vouliez, si vous aviez bien voulu participer aux différentes réunions. Et aujourd'hui, c'est justement pour éviter toute erreur à ce niveau-là que nous avons décalé à aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est lumineux, je dirais. Lumineux, et c'est justement pour garantir une parfaite sécurité juridique. Et je suis vraiment étonné, et là, alors après, on peut évidemment faire du juridisme, et on peut tout examiner, mais je suis quand même vraiment étonné, pour ne pas dire plus, que votre groupe en fasse un sujet, peut-être de contentieux d'ailleurs, alors que vous n'avez même pas daigné participer à la commission d'appel d'offres. Je trouve ça quand même particulièrement déplacé. Monsieur Théry. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, quelques éléments de réponse, alors pour tempérer un petit peu ce que vous venez d'affirmer, juste pour signaler que sur la précédente commission là, qui était la phase, alors je ne sais plus le nom exact de consultation, c'est ma collègue Sylvie Brédier qui, je n'étais pas présent puisque j'avais un empêchement professionnel, donc elle m'a représenté. Sylvie Brédier était bien présente sur cette commission pour le groupe Réinventons PSAC. Ensuite, oui, non, je ne parle pas, mais je parle en tout cas. On parle de la commission municipale, on parle pas mais je voulais de quand même commission intermédiaire, on ne parle pas des instances dont je viens de parler. Donc ne mélangeons pas tout non plus, c'est suffisamment compliqué. C'est suffisamment compliqué. Pour signaler que sur... On n'est pas sur la CAO, on n'est pas sur le jury, et sur la commission, et sur les commissions municipales préalables au conseil municipal, là, tous les élus sont invités. Donc là, il n'y a pas un qui remplace l'autre. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour répondre à M. Grange, alors des fois on est d'accord, des fois on l'est un peu moins.
Vous dites que j'invente finalement, enfin que nous inventons l'abstention qui vaut pour. Alors, on a deux, je vais expliquer avec Laure Curval également, les réserves pour lesquelles nous nous abstenons sur cette délibération. Et ce n'est en aucun cas le classement qui est proposé, qui vise à comparer les trois projets. C'est bien des divergences, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'est pas assis au même endroit, c'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion vis-à-vis de la manière d'implanter et surtout de gérer un tel équipement. C'est pour cette raison qu'on s'abstient, c'est pas le classement. Donc j'avais deux possibilités, hein. Soit on disait sur le principe on émet des réserves pour telle et telle raison et donc on ne vient pas à la commission, mais je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Soit nous venons de manière constructive échanger sur en tout cas ce qui est l'ordre du jour de la commission et donner des avis. Il n'empêche que, voilà, je le redis, hein, sur le classement entre les trois projets, il n'y a pas d'ambiguïté, pour le coup, en tout cas, et ça on raffirme. Par contre, pour les réserves qui ont été émises, à la fois le choix de l'implantation et le mode de gestion, alors que ça s'appelle MPGP ou DSP, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, on a des divergences. Voilà, non. En tout cas, sur le mode de gestion, on a des divergences sur le mode de gestion de ce qu'est un service public. Vous avez votre vision, nous avons la nôtre. C'est ce qui fait aussi notre divergence politique. Et c'est normal. Et donc, pour cette raison-là, on s'abstient également. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le classement, puisque, pour le coup, ça, je confirme que ça va dans le sens de ce qui a été proposé. Monsieur Saint-Pasteur. Oui, merci, monsieur. Moi, franchement, 20 minutes pour savoir qui est où, comment. On vous dit juste qu'on a un déficit d'information. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas la surface de ce projet. Je ne sais pas si l'option retenue, la surface du projet, elle n'a pas été présentée, elle n'est pas présente dans les documents. Je ne sais pas si le projet, il fait 10 mètres carrés ou 3 hectares. On ne sait pas, par exemple, les performances techniques des bacs inox, par exemple. Est-ce que c'est la solution retenue, sachant que ça permet un entretien plus modéré. Enfin, on a clairement un déficit d'information. Alors, excusez-nous, monsieur le maire, ça peut se retrouver aussi dans des documents de présentation. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est extrêmement léger. C'est extrêmement léger. Alors après, vous pouvez pointer, porter des jugements sur qui est où. Moi, je vous invite à regarder sur les commissions qui est présent au conseil municipal. Je ne pense pas qu'on ait à rougir sur notre assiduité au sein de cet hémicycle. Premier point, on parle d'un projet de 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Donc savoir qui est où, à quel moment, à la limite, c'est sinon secondaire, vraiment pas la chose la plus importante aujourd'hui. 5 millions d'euros d'exploitation. Je n'ai eu aucune réponse sur les modalités de calcul. Donc en fait, cet hémicycle, il ne sert à rien. On vous pose des questions qui ne sont pas des questions polémiques. Savoir quelles ont été les modalités de calcul qui ont permis de chiffrer 1 million d'euros d'exploitation, en quoi c'est des questions de posture ou d'opposition? C'est une question de transparence. On fait notre travail d'analyse. On fait notre travail d'analyse. Et ça, c'est importé à connaissance, qui n'intéresse pas que nos très modestes personnes, mais aussi les PSAC dont on est comptable. Ce n'est pas notre argent qu'on utilise, c'est le leur. Deuxième point, le travail d'analyse qui consiste à décortiquer le dossier, il s'appuie aussi sur des éléments comparatifs qu'on a évoqués. La piscine des Ignes, il y a un rapport qui a été fait assez récemment, à la fois par la Cour des comptes, à la fois par l'Observatoire des finances locales, qui témoignent de points de comparaison qui peuvent être utiles à la compréhension et positionnement du projet. Vous dites que votre ambition, elle est exceptionnelle, elle est immense, elle est formidable. C'est très bien, c'est déclaratif. On sait que vous êtes plutôt d'habitude dans une certaine autopromotion de vos propositions et de vos projets. Donc permettez-nous, de notre point de vue, de notre place, d'interroger, de questionner. Sauf qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas la surface du projet. La part des ENR, elle est chiffrée à 50%. On peut aller plus loin. Dans le classement, c'est le moins de 10 ans, GTM. Donc voilà, on a des questions légitimes sur comment en fait est structuré ce coût d'exploitation et de maintenance. Là aussi, ce n'est pas une DSP, évidemment, j'en conviens parfaitement. Mais la question du contrôle, la question en gros de la capacité qu'on va avoir de monitorer, d'interroger, de challenger les éléments qui nous sont donnés, ça c'est des choses aussi qui sont légitimes et sur lesquelles on peut fonder des questionnements sans trop de difficultés. Il y a une question aussi qui se pose sur les choix en termes plus globaux. Aujourd'hui, on a une ville qui se présente comme étant une ville éco-citée, l'écologie du bon sens, comme vous l'avez appelé en conseil municipal, qui est mieux, nous le concédons, que l'écologie du mauvais sens. Ça, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. C'est très bien de dire ça,
Mais aujourd'hui, dans le fléchage sur la réhabilitation des logements, sur le coût carbone, sur les économies d'énergie, ben, on peut interroger. Et à votre question, en disant qu'est-ce que vous proposeriez? Qu'est-ce que vous proposeriez? Je l'ai dit, une piscine sur un modèle peut-être un peu moins ambitieux au niveau des propositions comme celle des IN, qui est un point de comparaison, permettrait, et je ne l'ai pas chiffré à 9 millions dans l'esquisse que j'ai fait, mais plutôt à 14, de dégager des marges de manœuvre pour réhabiliter d'autres bâtiments. Je ne dis pas que l'école, j'ai pris l'école Édouard Herriot parce que je sais qu'elle n'est pas en très bon état. Il peut y avoir d'autres priorités, ça c'est l'analyse dont vous disposez. Voilà une proposition qui peut être faite. Oui, en effet, il faudra peut-être réfléchir différemment les choses, mais d'un point de vue global, les choses seront plus vertueuses. Et je pense que les Pessaquaises et les Pessaquais, ils attendent aussi cela, d'avoir une logique globale et non pas un bâtiment, pardon de le qualifier ainsi, totem, mais qu'à côté, on délaisse d'autres équipements qui en ont besoin. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et réviser votre position, c'est possible. Le maire du Bouscat l'a fait. Ça a été évoqué par notre collègue Laure Curval. Donc, changer d'avis n'est pas un signe de renoncement, mais parfois d'intelligence. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que le choix que nous avons à faire, il n'est pas simple. On partage la nécessité d'un nouvel équipement aquatique pour Pessac. La piscine Canton a fait son temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a d'autres modèles, on les a évoqués. Celui des IN me semble être le point de référence le plus intéressant. Et surtout, il y a d'autres besoins et d'autres priorités par rapport à la mobilisation de nos moyens d'intervention. Une fois qu'on a pondéré tout ça, la nécessité d'avoir un équipement renouvelé, mais aussi peut-être une priorisation qui est déficiente, et je ne reviens pas sur le manque d'explication, d'éclairage qui aurait permis peut-être d'apaiser ce débat. Ça nous conduit à une abstention, qui n'est pas une abstention de posture, qui est une abstention de raison, parce que nous, à votre place, on aurait fait les choses clairement différemment, redimensionner le projet dans une logique de sobriété, donc peut-être diminuer quelques usages, non pas la performance environnementale, je pense que ce n'est pas ce choix-là qui aurait été fait, pour ensuite, dans une logique globale, améliorer la performance environnementale et énergétique d'autres bâtiments. Et au final, certainement, j'en suis quasiment certain, la vertu aurait été beaucoup plus forte d'avoir un équilibrage plus global que de laisser en fait des bâtiments encore très énergivores et d'avoir un bâtiment totem à côté. Voilà un petit peu le raisonnement. Ce n'est pas une opposition de posture, mais au contraire, la volonté d'avoir une optimisation et la meilleure utilisation possible des deniers publics qui nous sont confiés par les Pessaquaises et les Pessaquais. Je vous remercie. Merci bien, on a compris votre logique. Madame Curval. Alors, juste quelques points. Je pense que vraiment, il faut entendre qu'on aurait souhaité pouvoir, encore une fois, débattre et disposer d'informations. Donc, monsieur Landreau, monsieur l'adjoint, vous nous dites, dès 2019, on a bien pensé dans une démarche métropolitaine et en complémentarité avec le plan piscine. Oui, mais dès 2019, nous, on avait ça, où il était écrit « Un projet de délibération complété vous sera transmis ultérieurement ». Et après, les élections sont arrivées et on n'a jamais rien eu d'autre jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'ai demandé des pièces en plus parce que je trouvais qu'on n'avait vraiment rien. Et je remercie les services d'avoir répondu, même si ma demande était tardive. Mais finalement, ça retombe sur les pièces qui sont en annexe, où on a le calendrier de la consultation, le mode de passation, la forme de contrat, des histoires de nomenclature, etc. En fait, ça ne permet absolument pas de voir, et là je rejoins vraiment ce que vous a dit Sébastien Saint-Pasteur, de voir le programme. Et même j'ai trouvé que finalement on avait moins de choses que pour la DSP restauration collective, où on arrivait à visualiser vos objectifs. Et je dirais même c'est dommage, parce que demain vous faites une formation là pour acculturer au développement durable, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Franchement, vous nous auriez passé à l'avance ce que vous voulez faire en matière de géothermie, quel type de géothermie, photovoltaïque, quelle dimension, etc. Tout ça, c'est des choses intéressantes à partager. Et même sur la forme retenue, le MPGP, ce n'est pas non plus inintéressant d'apprendre et de savoir comment ça marche. Donc, entendez aussi que on n'a pas eu de débat sur toutes ces questions-là. Et
alors je me tourne aussi vers monsieur l'adjoint, monsieur Grange, quand vous nous dites avec une espèce d'effet de manche, oui, vous nous dites qu'il faudrait faire moins cher, vous ne nous dites pas comment. Ben si, on vous donne des pistes. Vous attendez à quoi? Qu'on vous sorte un chiffrage de là où on est? Donc mon collègue vient de vous rappeler, on parle de repenser l'usage, de repenser la taille. Moi-même d'ailleurs, c'était ce que j'avais mis, à avoir une approche par bassin de vie, par usage. Je vous ai parlé de pistes de mutualisation. Peut-être que vous les trouvez complètement décalées, pas explorables, ou alors vous les avez explorées et elles ne tenaient pas la route. À vrai dire, on n'en sait rien depuis tout ce temps qu'on a vu passer la toute première délibération. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment entendre aussi ces éléments et comprendre les motivations. Et si vous voulez que quelque part on partage votre fierté à avoir une super piscine smart, connectée, inclusive, écologique, faut-il encore qu'on ait des éléments pour en juger en toute objectivité. Et ça passe par techniquement avoir des ratios et un peu de visibilité sur ce qui sera fait. Mais une fois qu'on a dit tout ça, moi je tiens à redire quand même, et c'est pour ça que je vous ai effectivement cité voilà la position du maire du Bouscat, si écologique soit-elle, une piscine pose aujourd'hui quand même un problème de consommation. Consommation d'espace, artificialisation des sols, énergie, eau. On peut essayer de modérer son impact puisqu'il faut faire quelque chose, mais ça interpelle aussi sur le dimensionnement des superstades qui ont succédé à des piscines municipales qui étaient certainement vieillissantes, trop étriquées et qui appartiennent à une autre époque. Bien, merci beaucoup. Alors, les deux Benoît qui veulent répondre, Benoît Roturo et Benoît Grange. Oui, d'abord, pour réagir, il faut qu'on passe à réagir ce que je viens d'entendre. Je dirais, vous êtes vraiment exceptionnel. Vous vous placez perpétuellement au cœur d'un déni de démocratie. Alors déjà, pour connaître l'historique, quand je me souviens de la façon dont était traitée l'opposition il y a maintenant quelques décennies, ça n'a rien à voir avec la façon dont vous vous êtes traité aujourd'hui. Et vous avez des questions, eh bien posez-les. Vous avez des demandes d'information, eh bien demandez-les. Pour ça, effectivement, comme ça a été rappelé, la commission, cette délibération, elle est passée, c'était le dossier numéro 2, de la commission stratégie et animation territoriale qui s'est tenue le 14 septembre 2022 à 18 h ici même. Merci. Jem Oruc l'a présenté. Voilà. Alors, Madame Ridier. Monsieur le maire, je vous remercie quand même de nous donner des leçons sur la façon dont on participe aux commissions. Autant faire se peut. Non, je parle aux commissions. Ah bon, parce que... Moi, je parle commission d'appel d'offres, parce que les commissions préalables au conseil municipal, traditionnellement, et c'est vrai partout, sont assez peu fréquentées. Et en général, c'est plutôt certains membres par groupe qui y participent, et ce n'est pas tous les élus. Et ça, on peut le comprendre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a rassemblés. Et justement pour éviter que ça prenne trop de temps à chacun. J'entends la nuance, monsieur Mais le maire. les commissions d'appel d'offres, pour le coup, ont un quorum. Les commissions tout court n'en ont pas. Les commissions d'appel d'offres ont un quorum. Et il y a une vraie décision, il y a un vrai avis qui est donné par une commission d'appel d'offres. Alors qu'une commission préalable au conseil municipal ne donne pas d'avis, ne vote pas, ne prend pas de position, émet de l'information, pose des questions, certes, contribue à se forger une opinion pour voter ensuite en conseil municipal, et même depuis que nous avons modifié le règlement intérieur, permet de grouper ou de dégrouper des délibérations. Donc ça, c'est l'utilité de la commission municipale, c'est différent pour la commission d'appel d'offres qui, elle, a une existence légale. On est dans quelque chose de totalement différent. Je termine mon intervention quand même, monsieur le maire, si vous le permettez. Oui, autant que faire se peut, il est vrai que, je vais parler en mon nom, quand je ne peux assister à une commission, systématiquement j'envoie un mail d'excuses. La dernière commission, j'étais, excusez-moi, en vacances à l'extérieur, je ne me suis pas excusée, je pense que c'est la première fois depuis que je siège au sein de ce conseil municipal que je ne me suis pas excusée sur une réunion. Mais par contre,
je lis les comptes rendus des commissions, justement, je les lis avant d'intervenir en conseil municipal. Comme ça me permet de savoir ce qui s'est dit sur ces commissions. Mais il y a souvent des élus de votre majorité, monsieur le maire, qui ne sont pas présents et qui ont même des affaires qui doivent être présentées et qui ne sont pas là et qui ne s'excusent pas. Alors, entendre nous faire reprocher qu'on n'est pas là, excusez du peu, monsieur le maire, mais ce n'est pas très plaisant. Bon, alors on va peut-être répondre définitivement. Alors, monsieur Saint-Pasteur, une dernière fois, et puis après, monsieur Grange, et puis moi, et je termine. Je vous concède en fait que je suis un peu triste du spectacle que nous donnons sur ces histoires de commission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous qui pointez du doigt. Peu importe, à la limite, balayons ça et puis on fera un conseil municipal spécifique sur l'assiduité si vous le souhaitez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du calcul de ces coûts d'exploitation et après, derrière, d'avoir des informations plus précises sur le projet. On ne peut pas... 28 millions d'euros, ça fait 14 millions d'euros la diapo. Non mais soyons sérieux. Donc la question de l'efficacité énergétique, elle est fondamentale, elle est essentielle. Moi je vous concède que ce n'est pas pour moi, mais je pense que toute personne intéressée à ce type de projet a besoin de savoir les modalités de calcul, le ratio sur les dépenses de personnel, la question des énergies renouvelables, le coût, la soutenabilité, l'amortissement. Ça c'est des choses qui sont importantes et intéressantes, plutôt que de savoir qui a signé tel bordereau. Ça franchement, honnêtement, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Alors j'entends bien ce que vous voulez essayer de dire. Avant que je réponde, Benoît, puis je conclurai. Merci. Quelques éléments complémentaires que je pense être de rappel des épisodes précédents, notamment la question de comment on est arrivé à ce programme-là. C'est pas monsieur le maire et moi qui nous sommes un soir réunis dans son bureau et sur un coin de table avons décidé qu'il fallait un bassin, 8 couloirs, 25 mètres, un bassin d'apprentissage, etc. On a commandé une AMO qui a tenu compte évidemment des projets avoisinants existants. Madame Curval, on ne l'a pas sorti du chapeau. Et quand on fait ce projet-là, on répond évidemment aux besoins d'aujourd'hui, mais on anticipe ceux de demain. Une piscine, c'est là pour quelques dizaines d'années. Donc évidemment que les projets alentours, on en a tenu compte, qu'on a tenu compte encore une fois du déficit global d'équipements aquatiques sur la métropole. Alors après, vous nous dites, il faudrait faire moins cher, il faudrait supprimer. Très bien, factuellement, ça a des conséquences. Pas de bassin d'apprentissage, ça veut dire effectivement pas de maternelle dans ce nouvel équipement, et donc ça veut dire qu'on continue à leur faire prendre le bus pour aller jusqu'au stade nautique. Ça ne me semble pas être un modèle très vertueux. On peut effectivement faire autrement et faire en sorte que chacun ait un équipement aquatique à proximité, l'un intra-rocade, l'autre extra-rocade. Donc le besoin, effectivement, d'abord, il est le fruit d'une analyse de l'existence sur le territoire, de l'évolution des populations à l'échelle métropolitaine, et puis ensuite, il a fait l'objet d'une co-construction avec les associations, avec les habitants, avec des usagers sportifs, avec les personnels qui fréquentent la piscine. On n'a pas sorti tout ça d'un chapeau. Donc, alors, moi, je veux bien qu'on puisse dire que c'est trop, mais enfin, tous les éléments factuels dont on dispose nous laissent à penser que cet équipement, il répond précisément aux besoins. Pas à trop de besoins, on n'est pas dans une surréponse aux besoins. Concernant le besoin d'un débat en conseil municipal, je laisserai monsieur le maire sans doute compléter. On est, je pense, tous d'accord sur le fait qu'effectivement, la polémique que vous avez tenté de lancer, elle n'est pas à l'auteur de l'enjeu. Parlons du projet. Il y a un certain nombre de questions pertinentes que vous posez, dont je pense qu'on peut tous reconnaître que sur les modalités de calcul, elles ont plutôt leur place en commission, précisément parce que ce sont des sujets techniques. Ça n'a pas pu être le cas, c'est dommage. Dont acte, moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on puisse vous recevoir ultérieurement et vous présenter le projet plus en détail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et enfin, j'ai oublié de vous répondre tout à l'heure sur le prix. Vous avez fait une comparaison sur le prix des entrées entre le stade nautique de Pessac et les équipements aquatiques alentours. Évidemment, comparaison n'est pas raison. Le stade nautique de Pessac, ce n'est pas qu'un plan d'eau, c'est aussi des équipements de bien-être. Et pour le coup, si on compare avec d'autres équipements privés du même type, prenons Caliceo qui propose
des surfaces à peu près équivalentes à ce que propose Pessac, on n'est pas sur 5 ou 6 euros l'entrée, on est sur une vingtaine d'euros l'entrée. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse comparer, mais dans ce cas-là, ne faisons pas de cherry picking, ne prenons pas juste ce qui nous arrange, faisons une comparaison globale et exhaustive. Bien, je vais essayer de conclure en donnant quelques informations, en essayant de ramener un petit peu, de faire une synthèse un petit peu de tout ce qui a fait l'objet de nos échanges, essayer de remettre quelques idées simples au cœur de ce projet. Notamment par rapport aux interventions qui ont pu être réalisées. Tout d'abord, je tiens quand même à clore le sujet de la procédure. La procédure, elle est réglementairement stricte et elle a été appliquée strictement. C'est un projet qui remonte, vous l'avez rappelé, Mme Curval, à 3 années désormais. Il y a eu des étapes intermédiaires, même si on exclut la partie confinement et élections, il y a eu des étapes. Un marché tel que celui que nous avons voulu, ce marché fait l'objet d'étapes intermédiaires au cours desquelles vous avez été associés, et vous avez été associés au jury, à la commission d'appel d'offres, aux commissions municipales, enfin à la commission municipale qui a examiné le dossier, et maintenant au conseil municipal. Tout a été scrupuleusement respecté. Et je ne veux pas revenir sur le fait que vous essayez de nous noyer le poisson entre commission municipale et commission d'appel d'offres. Les deux sujets sont totalement distincts et je veux bien l'expliquer à un autre moment. Sur le fond maintenant. Sur le fond, et je regrette véritablement que vous n'ayez pas du tout investi ce sujet parce que ça vous aurait évité de dire, je dirais, plein de contre-vérités et de faire des contresens. Le premier des contresens, pourtant Jérémy Landreau l'a exprimé tout à l'heure, le premier des contresens, c'est celui de dire qu'on va confier cette piscine au privé, comme on l'a fait, comme on l'aurait fait pour d'autres services publics. Ça n'est pas une délégation de service public, ça reste une régie. Ce n'est pas parce que nous confions la maintenance et l'exploitation énergétique du bâtiment à celui qui a la charge de construire le bâtiment que ça n'est pas une régie. Le fonctionnement de la piscine reste une régie. Et je ne comprends pas d'ailleurs que vous ayez fait un tel contresens. Un MPGP, un marché public global de performance, n'a strictement rien à voir avec une délégation de service public. Mais strictement rien à voir. Et je suis d'ailleurs assez consterné qu'on puisse avoir en conseil municipal un débat qui montre votre totale méconnaissance de cette base-là, une base juridique, une base de fonctionnement qui aujourd'hui est commune à beaucoup de collectivités. Il n'y a pas de DSP. Je tiens à le répéter et que l'ensemble des PSA qui l'entendent, ce seront des agents municipaux qui accueilleront, ce sont des agents municipaux, il y aura des maîtres nageurs municipaux, il y aura des personnes qui nettoieront, qui pourront être municipaux ou non, mais ça se fera partie peut-être d'un contrat, ça on verra. Mais quoi qu'il en soit, on n'est absolument pas dans un contrat qui serait une DSP, absolument pas. Et les tarifs, c'est nous qui les ferons. Et d'ailleurs, je dirais même plus, s'il devait y avoir une délégation de service public, on serait très certainement en porte-à-faux en contradiction avec la DSP actuelle du stade nautique. Parce que ce serait un équilibre ou un déséquilibre qui existerait. Donc, vraiment que les choses soient très claires sur ce premier aspect. Deuxième aspect, sur l'augmentation du coût. Sur l'augmentation du coût. Vous faites des comparaisons. Et pourtant, là aussi, Jérémy ou Benoît l'ont dit successivement, faites des comparaisons avec des périmètres différents. Alors ça sert sans doute l'intérêt de votre démonstration, ça ne sert pas en tout cas la manifestation de la vérité. Les périmètres, il y a un périmètre travaux, il y a un périmètre conception et un périmètre exploitation-maintenance, exploitation au sens énergétique du bâtiment, au sens exploitation du bâtiment, et pas exploitation du service qui l'accueille. Vous voyez, c'est ça la différence entre DSP et MPGP. Donc quand on fait la distinction, et ainsi que c'est fait d'ailleurs dans la présentation et dans la délibération, la distinction entre les trois parties, on voit bien que la première partie, qui était uniquement la partie travaux, elle, certes a augmenté, mais pas dans les proportions que vous indiquez. Elle est passée d'un peu plus de 16 millions à 20 millions. En 3 années, puisque ça fait 3 ans qu'on a lancé le sujet, l'augmentation des coûts des bâtiments, qui a pris dans certains cas 20%, explique l'essentiel de cette augmentation du coût. Et deuxièmement, on a actionné, on a activé toutes les options. Et en particulier les options
énergétique. Avec, et là pour que les choses soient claires, on va avoir une utilisation de la géothermie et du photovoltaïque qui permettra, et ça c'est des éléments de synthèse que je peux vous donner pour que vous les ayez, on utilisera 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire géothermique et photovoltaïque, pour chauffer les bassins. 100%. Alors ce n'est pas 100% pour la totalité de la dépense énergétique de la piscine, mais pour chauffer les bassins, ce sera 100% du renouvelable. Alors ça c'est un chiffre qui est donné, et au total on doit arriver à plus de 75%. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est quelque chose qui a été dit au moment du jury. Donc on est dans des proportions qui sont très nettement supérieures aux 50% qui figuraient dans le cahier des charges. Très nettement supérieures. On récupère 100% des eaux de bassin. 100% des eaux de bassin. Aujourd'hui, vous le savez, je pense, lorsqu'il y a une piscine, on a l'obligation de jeter 30 litres par jour et par nageur. Ça fait partie des obligations de renouvellement des eaux de piscine. C'est vrai à Caneton, c'est vrai au Stade Nautique, c'est vrai dans toutes les piscines de France. C'est une obligation réglementaire. Ces 30 litres, la plupart du temps, partent au tout à l'égout. Là, 0 partiront au tout à l'égout. 0. 100% seront récupérés. 100%. Donc 2500 mètres cubes par an seront réutilisés sur le projet, en particulier pour arroser et pour les eaux sanitaires. Et 700 mètres cubes par an seront mis à disposition de la ville de Pessac, en particulier pour le nettoyage des espaces publics. Vous voulez des chiffres, je vous en donne. À ce titre, d'ailleurs, il y aura une bâche, ce qu'on appelle une bâche, c'est-à-dire un bassin de récupération qui permettra de récupérer 500 mètres cubes, avec une capacité de stockage de 500 mètres cubes, pour à la fois la récupération des eaux de pluie et l'eau de vidange des bassins. On va, en termes d'énergie, je vous ai dit 75% pour l'énergie renouvelable, excusez-moi, c'est 65%. C'est 65% l'énergie renouvelable, c'est pas 75, 65. On va utiliser par baigneur, et c'est le projet qui était le plus vertueux en termes de litres d'eau utilisés par baigneur, puisqu'on est à 65,8 litres d'eau par baigneur. Ça comprend la totalité de la durée de vie de l'eau, je dirais, dans le bassin. En termes de, je vous l'ai dit, les eaux de pluie sont récupérées, on va créer sur la parcelle, on va créer une toiture végétalisée de 3450 mètres carrés. 3450 mètres carrés, qui hébergeront de la faune et de la flore. Mais bien sûr qu'on a des éléments, autant d'éléments qui ont été dits au jury, qui ont été dit en commission d'appel d'offres, qui auraient été dits, si vous avez posé la question, en commission de préparation du conseil municipal. Mais comme l'a dit Benoît Grange, tous ces sujets-là, on ne les cache pas, on les a déjà donnés, où on est capable de donner tous les éléments chiffrés, financiers, les ratios, tout ce que vous voudrez lors des séances préparatoires au conseil municipal, mais ce n'est pas un conseil municipal qu'on donne tous ces chiffres-là. Là, je les donne, très bien, vous me les demandez, je donne. Je n'ai pas tout, mais j'ai un certain nombre d'éléments que je peux rendre publics sans aucune difficulté. Nous avons donc, sur l'augmentation des coûts, je pense, des arguments, à la fois du fait de l'inflation des coûts de construction, mais également du fait de l'augmentation de notre niveau d'exigence avec l'actionnement de l'activation de l'ensemble des options en matière de développement durable. Troisième contresens sur l'artificialisation des sols et la localisation. Alors, je suis désolé, Monsieur Terré, parce que c'est un combat qui n'est pas le vôtre, parce que c'était avant que vous soyez là. Ce sujet-là nous préoccupe depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on a lancé un sujet, alors ça paraît bien long pour les habitants d'ailleurs, que nous avons lancé le sujet de la rénovation de la plaine des sports de Olivrac, qui abrite d'ailleurs en particulier la piscine Caneton. Et nous avons étudié, parce que c'était notre premier projet. Notre premier projet, c'est de reconstruire la piscine à l'endroit où la piscine Caneton se trouve. Nous avons travaillé avec le conseil citoyen. Nous avons travaillé avec les habitants, donc. Nous avons présenté tout cela, y compris en réunion publique. Donc tout cela est parfaitement public et connu en termes de choix de localisation. Et nous avons fait le choix de localisation à Casalet pour 2 raisons. Pour 3 raisons. La première raison, vous l'avez dit, pour l'écarter, moi je ne l'écarte pas,
c'est que si on devait reconstruire sur place, on se passait de piscine pendant 3 ans, au bas mot. Entre la destruction et la reconstruction, c'était 3 ans d'indisponibilité d'un bassin essentiel à l'apprentissage des petits Pessaquais. Grâce à ça, grâce au fait qu'on ne construise pas sur la piscine Caneton elle-même, ça veut dire qu'on peut continuer de l'exploiter, et donc il n'y aura pas d'interruption de service. Je pense que ce n'est pas un détail. 3 ans dans la vie d'un enfant qui doit apprendre à nager, ce n'est pas un détail. Deuxième raison, c'est le fait de construire à proximité. On a choisi Cazalet parce que c'est à proximité immédiate. Et on a absolument voulu qu'il y ait un bassin qui reste en extra-rocade. Ça paraît essentiel. On n'a pas voulu concentrer tout sur l'intra-rocade. Et je pense, Mme Curval, je réponds sur le fond là, je pense qu'il est nécessaire que nous ayons des piscines publiques et des grandes piscines publiques qui soient fréquentées, qui soient accessibles. Je pense que le courant politique auquel vous appartenez veut bannir les piscines privées. Je trouve quand même singulier qu'elle veuille également bannir les piscines publiques. Je pense que ce n'est pas au service de notre population et ça ne correspond absolument pas aux demandes de notre population. Et troisième raison qui a fait le choix de Cazalet, parce que c'est encore une fois juste à côté de Olivrac, mais la troisième raison, c'est tout simplement qu'on le fait sur un terrain qui est déjà artificialisé. C'est là un contresens majeur que vous faites. Si on devait construire, ou si on avait dû reconstruire sur Caneton, vu l'emprise bien supérieure du nouveau projet, là pour le coup on aurait mangé des espaces qui aujourd'hui sont des espaces naturels, enherbés et avec des arbres. Dans la situation que nous aurons à Cazalet, nous reconstruisons, et ça a été un élément très fort de notre choix. D'ailleurs, il y avait un candidat qui ne respectait pas exactement l'espace qu'on voulait lui donner. Nous avons souhaité qu'il n'y ait pas d'extension de l'artificialisation déjà présente sur le terrain. Et il n'y en aura pas. On préserve, non seulement on préserve, mais en plus on accroît la végétalisation, ainsi que l'image. Alors elle est peut-être un peu flatteuse, toujours des vues d'artistes, mais en tout cas ça donne une idée de ce que nous voulons. C'est-à-dire un écrin de verdure. C'est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment totem, pas du tout. C'est un bâtiment au contraire qui se fond dans la masse. Ce n'est pas un bâtiment totem. On aurait pu faire ce choix-là. Il y a eu des propositions de ce sens-là, ce n'est pas ce qui a été retenu. Quatrième contresens, c'est le contresens sur le fait que nous n'aurions pas pris la mesure de la dimension métropolitaine et de la mutualisation des coûts, des opportunités avec les autres collectivités. Le plan piscine que la métropole a lancé sous la présidence d'Alain Juppé, ce plan piscine, justement, était là pour permettre qu'il y ait différents niveaux d'intervention des différentes communes, au niveau communal, selon la taille des communes, au niveau intercommunal, ou au niveau métropolitain. Un équipement métropolitain a été retenu, celui de Mérignac. Je n'étais pas d'ailleurs très favorable, personnellement. Je m'y suis résolu, ou résigné, mais je n'étais pas très favorable. Mais les autres équipements nautiques, ces autres équipements étaient du ressort soit municipal, soit du ressort intermunicipal, intercommunal. Et on est dans ce cadre-là, et c'est un maillage complet. Et quant au renoncement de Patrick Bobet, maire du Bouscat, sur la piscine nordique, c'est un renoncement qui fait suite à une opportunité qu'il avait actionnée juste il y a 2 ans, puisqu'on avait étendu le plan piscine pour justement avoir un peu de surface supplémentaire en termes de plan d'eau. Et finalement, il revient dessus, mais il ne remet pas en question la rénovation de sa piscine. Il ne renonce pas à sa piscine du tout, absolument pas. Donc je pense que là, il y a également un contresens. Donc, tout cela fait qu'il n'y a pas, dans les éléments que vous avez apportés, il n'y a pas d'éléments qui répondent tout simplement à des faits. Il n'y a pas de faits. Que vous soyez contre, c'est votre droit le plus strict. Que vous absteniez, c'est votre droit le plus strict. Que vous appuyez votre sentiment sur des éléments tangibles, je viens d'en faire la démonstration, c'est faux. Il n'y a pas d'éléments tangibles, c'est exactement l'inverse. J'ai pu démonter la totalité des arguments, enfin pas moi tout seul, la totalité des arguments que vous avez apportés. Vous avez fait soit des contresens, soit vous avez occulté des chiffres, occulté des réalités que vous dites ne pas avoir connues, mais qu'il vous était loisible de connaître. Alors, pour conclure sur une note positive, parce que je ne vais pas simplement me satisfaire de vous avoir contredit, et moi je suis très fier. Moi je suis très fier de cet équipement. Je pense qu'il est demandé par l'ensemble des Pessaquais.
c'est un élément justement qui permettra à chacun de ne pas se dire eh « moi je ne peux pas nager parce que je n'ai pas de piscine, parce que mes parents n'ont pas les moyens, parce que je n'ai pas de copain qui a une piscine ou de copine qui a une piscine. » Et donc je vais peut-être aller aussi à proximité de l'endroit où j'habite et je ne suis pas obligé d'aller au stade nautique qui est en intra-rocade et qui peut être plus difficilement accessible pour certaines populations qui sont en extra-rocade. Et la piscine Caneton, combien de fois d'ailleurs dans les conversations que j'ai pu avoir avec les habitants, combien de fois on disait « mais monsieur le maire, pourquoi la piscine Caneton n'est pas ouverte l'été? Pourquoi elle n'est pas ouverte l'été? Pourquoi les habitants d'Olivrac ne peuvent pas aller l'été à la piscine Caneton ?» Et je me suis d'ailleurs posé la question très honnêtement, j'ai posé la question au service quand je suis devenu maire, mais tout simplement parce que la piscine Caneton n'est absolument pas organisée pour pouvoir accueillir du public. Absolument pas. Elle est organisée pour accueillir des associations, pour accueillir des classes, pour accueillir du collectif, mais pas d'individus avec un guichet, avec des vestiaires individuels, etc. C'est absolument pas sa conception. Ça n'était pas sa vocation et ça n'a pas été sa conception. Nous venons combler un manque. Nous venons rééquilibrer l'offre de piscine sur Pessac entre l'extra-rocade et l'intra-rocade. Et nous le faisons de manière particulièrement vertueuse, très certainement avec un équipement qui sera, en termes d'énergie, moins coûteux que celui qu'il va remplacer pour un service infiniment supérieur. La piscine Caneton est une passoire thermique, et là nous allons avoir un vrai équipement au service de l'ensemble des Pessacais, qui sera ouvert pour les associations et qui sera ouvert pour les particuliers et pour l'apprentissage de la natation. Donc il y a un nouvel équilibre qui sera à construire avec le stade nautique, évidemment, qui lui reste en DSP, mais ça n'est pas une DSP, je le rappelle, et c'est un équipement qui sera totalement sous la maîtrise municipale. Donc pour moi, c'est un beau projet, c'est un projet écologique, c'est un projet fondé sur la géothermie, c'est un projet qui se fondera dans le paysage, c'est un projet qui valorise ce qui est devenu une friche bâtimentaire et industrielle, c'est la friche que nous avons sur Cazalet à côté du parc, parce qu'on n'est pas dans le parc, on est juste à côté du parc. Bref, je ne vois pas quels sont les éléments qui peuvent être retenus contre ce projet. Je ne les vois pas, tout simplement. Sauf à alimenter une polémique politicienne, que tout le monde peut alimenter, mais que là, pour le coup, dont je ne comprends absolument pas les fondements réels. Voilà, donc moi je m'en réjouis. Moi je suis très heureux de ce projet. C'est un projet très important de la mandature. Nous devrions pouvoir l'ouvrir au printemps 2025. C'est ainsi que les candidats nous l'ont présenté. Et ça nous permettra, dès l'été 2025, de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble des habitants. Et quand je vois la situation thermique, climatique que nous avons vécue cet été, je ne peux que me réjouir que nous ayons ce genre d'équipement nouveau qui sera mis à disposition de l'ensemble de nos habitants à partir de l'été, du printemps, de la fin du printemps et de l'été 2025. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? L'abstention donc des oppositions. Qui est pour? Je vous remercie. Le projet est donc adopté. C'était le seul point à l'ordre du jour. Nous y avons passé, vous voyez, c'est aussi une raison de plus pour l'avoir examiné spécifiquement. On avait passé 5h30 lors du dernier conseil municipal. Et si on avait dû rajouter ces 2 heures, ça aurait fait 7h30. Je pense qu'on n'y aurait pas résisté. Donc vous voyez, s'il fallait un argument supplémentaire, en voici un. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au 8 novembre, puisque c'est la date de notre prochain conseil municipal, et je n'ai pas prévu d'en convoquer un avant. Merci beaucoup, bonne soirée.